Bonsoir à tous, après une semaine de pause live, on se retrouve ce soir pour parler de la préparation de l'allaitement et pour ça j'ai des invités de marque. J'ai déjà Justine qui viendra du côté de Biloba. Elle est infirmière puéricultrice, elle est collègue, on travaille ensemble et elle a le DU de lactation et elle accompagne des mamans au quotidien dans l'allaitement, le démarrage. Donc on va pouvoir vous éclairer sur tout ça. On a reçu beaucoup de questions, donc on va vraiment parler aujourd'hui de l'allaitement et du démarrage. C'est surtout ça. Peut-être qu'on parlera une autre fois du sevrage, mais c'est vrai que l'allaitement, c'est tellement large qu'on pourrait y passer des heures. On aura aussi Eve du documentaire Le Postpartum. C'est elle qui a réalisé donc cette mini-série qui vient parce qu'elle a allaité. Et elle a eu quelques difficultés, donc c'est toujours sympa d'avoir aussi le vécu des mamans en live. Donc n'hésitez pas à nous poser vos questions. Tout cet échange sera disponible en replay. Donc voilà, on va arriver tranquillement. Et il y a un écran noir, donc peut-être un problème de réseau du côté de Justine. Hop, et Est-ce que tu m'entends, Alexia? je t'entends, mais je ne te vois pas. Alors je ne sais pas si c'est seulement de mon côté. Attends, ça y Ah, est. Bonjour, enfin bonsoir. salut Justine. Désolée, les petits aléas du direct. Mais c'est normal, non mais t'inquiète pas. Et puis on a Eve qui nous retrouve Salut. aussi. Trop bien. Bonsoir, Elle. Salut. Est-ce que vous voulez vous présenter peut-être toi d'abord Eve et puis après Justine se présentera? Ouais, avec plaisir. Je m'appelle Eve. Je suis la maman de Ferdinand qui a 19 mois et je suis la réalisatrice aussi du documentaire, la série documentaire Postpartum. Ouais. Et tu viens nous parler de ton expérience de maman allaitante. Tu t'étais préparée un petit peu à l'allaitement ou pas du tout? On aura l'occasion. Non, Ok. pas du tout. Freestyle. Ok. Tu t'es dit c'est naturel, go quoi. Oui, je m'étais dit, je sais que ça me parle, j'ai envie d'allaiter. Ouais. Et je pensais que tout allait très bien se passer, quoi. Bon, on va avoir l'occasion de revenir là-dessus. Et Justine, du coup, à toi la parole. Oui, bonsoir. Ben, du coup, donc je m'appelle Justine, je suis infirmière puéricultrice moi aussi. J'ai travaillé pas mal en milieu hospitalier, puis en PMI, et puis finalement maintenant je suis installée en libéral. Et donc, je suis aussi titulaire du diplôme universitaire lactation humaine et allaitement maternel, ce qui me permet de proposer des accompagnements pour les mamans et le coparent qui veulent préparer l'allaitement et mettre tout ça en place, et puis après les suivre et puis leur permettre de les accompagner quand il y a justement des petites difficultés qui peuvent arriver. Voilà. Je suis aussi Effectivement, maman de trois filles. bravo. Que j'ai toutes les trois à l'été. Une super expérience aussi, donc en tant que maman, bah, c'est super. Pour la Oui. petite information, je représente Biloba parce que Justine et moi-même, nous travaillons pour Biloba également. Donc c'est une application qui vous permet de discuter de 8h à 22h à des professionnels de pédiatrie, donc infirmières puéricultrices, infirmières qui ont une expérience en pédiatrie et aussi pédiatres et médecins. Voilà, vous n'êtes jamais seul avec votre téléphone finalement. C'est magique en 2022. Alors, on peut commencer directement un petit peu avec les questions de l'avant, avant l'accouchement. Déjà, on a reçu pas mal de témoignages de mamans qui ont peur de l'échec, de ne pas être à la hauteur. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces mamans? Peut-être toi, Eve, d'une part, maintenant que tu as cette expérience avec un peu de recul, et puis toi, Justine, après, tu pourras ajouter avec ton œil de pro. Ce qu'on peut dire à une maman qui a peur de pas être à la hauteur, Mm. bah, que je pense que c'est pas une question de pas être à la hauteur ou pas, c'est une question, je pense, de grand manque d'information, de grand manque d'accompagnement et d'une fausse représentation en fait qu'on se fait de l'allaitement. Et c'est pas forcément de notre fait. Ouais. On nous présente l'allaitement comme effectivement quelque chose d'assez naturel. Moi, j'avais jamais entendu parler des problèmes liés à l'allaitement avant d'en avoir. Je connaissais pas le terme consultante en lactation. Donc, quand mes seins ont été déchiquetés à vif, je me suis pas forcément dit que j'étais pas à la hauteur, Ouais. mais je me suis dit quelle arnaque. Voilà, plutôt ça. Donc non, c'est pas une question d'être à la hauteur ou pas en fait, c'est une question un peu
de loterie aussi. Enfin, est-ce que le bébé il va naître enfin, avec des tensions? Est-ce qu'il va y avoir des problèmes? Mais je pense que voilà, ne pas se dire que c'est de sa faute ou pas, quoi. Mm. Mais donc peut-être partir avec, si j'entends bien, une part de c'est pas forcément gagné, il faut se laisser le temps de s'appréhender, bébé, maman, et se faire soutenir, c'est clair, Justine. Qu'est-ce que tu pourrais ajouter? Oui, voilà. En fait, c'est tout un contexte. C'est vrai que des fois, le fait de se projeter, de se dire, d'idéaliser vraiment la chose, de se dire, ouais, c'est génial. Du coup, on a bébé qui arrive, on va pouvoir tout mettre en place, tout ce dont on a envie. Enfin, c'est vrai que c'est un moment qui est magique. Et puis finalement, quand on est confronté aux premières tétées et qu'on se dit, bah là, ça fait mal. Du coup, c'est difficile. Ça me fait perdre confiance aussi. En moi en tant que maman parce que moi je veux que juste le bien pour mon bébé et Ouais, du coup je fais tout bien comme il faut et puis finalement ça marche pas alors qu'est-ce qui fonctionne pas forcément ça fait un sentiment de culpabilité aussi du côté de la maman donc ça c'est très difficile et pourtant on dit vraiment aux mamans c'est important qu'elles prennent confiance et qu'elles fassent confiance à leur bébé aussi et je sais que c'est facile à dire hein, c'est dans des moments comme ça ben, des fois quand il y a des difficultés on a juste qu'une envie c'est de tout lâcher mm, et c'est justement là l'importance d'être accompagné. Et puis, quand on peut aussi s'y préparer, enfin, ça peut aider. Je pense que ouais, Mm. là, le fait d'en parler, le fait d'être soutenu, d'avoir aussi tout un, comme on dit, tout un village autour de soi qui peut être soutenant et pas jugeant aussi, ça peut beaucoup aider pour le démarrage. ouais. Et toi, par exemple, Eve, tu avais ce village, ce fameux village autour de toi quand tu as débuté l'allaitement avec Ferdi? Bah non, pas du tout. Comme je te dis, je savais même pas en fait que le métier de consultant dans lactation existait. Donc non, non, j'étais très très seule dans mon allaitement et effectivement aujourd'hui c'est vraiment cool qu'on puisse dire il faut le village, mais en fait quand t'as pas le village et que t'es toute seule, bah t'es toute seule. Ouais, Donc oui, l'idéal c'est d'avoir un village, mais malheureusement on est une grande majorité à être seule, à pas être soutenue dans nos choix sur l'allaitement. Moi j'ai dû forcer un truc de ouf en fait pour dire que je voulais continuer malgré les difficultés. Oui, j'avais très très mal et donc on me disait d'arrêter, mais c'était pas effectivement pas ce dont j'avais besoin d'entendre. En fait, j'avais juste envie qu'on me soutienne. mm, Donc non, non, même sans parler de village, mon entourage a été extrêmement désagréable envers mon choix d'allaitement. Ma mère m'a dit que j'empoisonnais mon fils avec mon lait. Enfin, non, ça a été d'accord, extrêmement violent, ouais. Mm. Oui, c'est Donc vrai que bon. ça, c'est fort parce qu'en plus, venant d'une personne de notre propre famille, Ouais. on attend juste une chose, c'est qu'ils nous soutiennent justement et qu'ils soient là pour nous aider. Et donc, ça, c'est difficile. Donc, c'est vrai Mm, que le fait d'avoir même sans parler des professionnels, hein, parce que c'est vrai qu'à ce niveau-là, on fait beaucoup la promotion de l'allaitement et puis finalement, il y a peu de choses qui sont mises en place pour mm. accompagner les parents. Mais même dans l'entourage, le conjoint aussi, dès qu'il soutient et le projet d'allaitement, ça peut être aussi un plus. Mais voilà, c'est pas toujours facile d'avoir les personnes autour de nous qui nous soutiennent. Et ouais. donc, c'est sûr que c'est un facteur qui rentre en jeu dans le démarrage, ça, c'est évident. Bah ouais, moi j'entends beaucoup, enfin beaucoup de mamans autour de moi. En fait, finalement, elles sont très seules dans cet allaitement. Et puis aujourd'hui, enfin, moi j'ai eu la chance de pouvoir me payer une consultante en lactation, mais pareil, c'est des tarifs quand même qui sont assez conséquents. Voilà, tout le monde ne peut pas se permettre d'avoir ça. Et moi, je pense que mon conjoint, enfin, il était d'accord, il voulait me soutenir en fait dans ce choix d'allaitement, mais comme on avait été absolument pas du tout informés, pas du tout, voilà, personne nous avait un peu dit ce qui pouvait se passer. Et ben, quand les premières difficultés sont arrivées, bah, lui, il comprenait pas pourquoi moi je voulais continuer, il comprenait pas parce qu'il me voyait extrêmement souffrir en fait Ouais, et que pour lui, la réponse la plus évidente, c'était bah, arrête en fait. Donc je pense qu'il y a un grand manque d'information du côté des mamans, mais du côté de l'accompagnement en fait bah, des coparents. Et ça, c'est valable pour l'allaitement, pour le postpartum, pour un peu tout quoi. Hein. Donc voilà, sensibiliser. Et, bon, c'est ce qu'on fait un petit peu à notre échelle ce soir avec ce live, en espérant que c'est bah, ça.
passent par là pourront entendre. On a pas mal de témoignages qui arrivent. Peut-être la culture joue beaucoup. On a un témoignage de Little Care au Maroc. On est étonné de tout ce qui vous arrive. Toutes les femmes marocaines sont accompagnées et prises en charge pour bien préparer l'allaitement. Alors, Mm. nous, sur le territoire français, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire, Justine, pour préparer son allaitement au mieux? Euh, Par exemple, je pense notamment, on a eu une question, alors c'est peut-être un peu spécifique, mais une maman qui a eu une réduction mammaire, est-ce que ça peut empêcher la montée de lait? Alors, dans le cas d'une chirurgie mammaire, c'est sûr que ça peut être un facteur du coup qui peut perturber la mise en route d'un allaitement. Maintenant, c'est justement quand on sait et qu'on arrive à pointer du doigt qu'il va y avoir peut-être une difficulté ou quelque chose qui va rentrer en jeu, ben, c'est à ce moment-là que c'est important de le voir déjà en amont, pendant la grossesse, pour pouvoir justement se préparer et pour pouvoir en discuter et discuter aussi, préparer la maman même mentalement, de se dire, ben, suivant la chirurgie que vous avez eue, c'est possible, mais c'est possible aussi que ça fonctionne pas. Donc, c'est bien de tout évaluer. Après, enfin, je veux dire, en général, là, les conseils qu'on peut donner, enfin, c'est de manière générale. On peut pas, c'est important d'individualiser la prise en charge. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est que du coup, je peux pas dire dans un live, ben, si vous avez eu une chirurgie mammaire, allez-y, il faut y croire à fond, ça va marcher. Ben non, en fait, il faut y croire, il faut essayer. Mais c'est surtout qu'il faut trouver les professionnels formés qui vont pouvoir vous aider, vous accompagner et puis vous expliquer un peu ce qu'il va falloir faire en amont, ce qu'il va falloir faire les premiers jours, et puis savoir aussi que ça peut ne pas fonctionner. Donc oui, ça fait partie des chirurgies mammaires, que ce soit des réductions ou au contraire des augmentations mammaires. Ben, dans les deux sens, du coup, c'est vrai que ça peut être un facteur Ouais, qui peut entrer en jeu dans la mise en route. d'accord. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé en début de live, mais on fait vraiment du général, voilà, pour vous aiguiller au mieux, à la moindre problématique un petit peu spéciale, ou voilà, ça vous regarde, chaque histoire est différente, chaque allaitement est différent. Donc, si on a la chance de pouvoir en parler déjà à un professionnel, rien qu'une sage-femme qui peut avoir elle-même des contacts et vous mettre en contact avec d'autres personnes formées, c'est mieux. On avait un témoignage aussi, c'est plusieurs mamans, alors je sais pas toi si ça t'est arrivé Eve, qui ont eu des crevasses pendant la grossesse, avant même d'accoucher. Comment on peut protéger, enfin est-ce que c'est important de préparer les mamelons, de les protéger avant de débuter l'allaitement? Ah bah, je pense que je suis pas la meilleure personne pour répondre à cette question. Je sais pas s'il faut faut faire quelque chose. Si ça, je Mais toi, sais pas. c'était plus par rapport à ton vécu, t'as pas eu de Ah, crevasses avant l'allaitement? avant, non, je savais même pas qu'on pouvait en avoir avant. C'est possible. Non, parce que pour moi, les crevasses, ça venait avec la succion du bébé, Ben, non? du coup, Justine, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce phénomène? Alors, bah déjà là, c'est pareil, il faudrait savoir l'origine des crevasses, parce que en plus, crevasse, il faut voir ce qu'on met derrière ce mot, parce que ça peut partir d'une petite irritation, d'une sensibilité, d'une petite plaie, et puis de quelque chose vraiment qui peut être plus importante, avec des douleurs quand même importantes aussi, il peut y avoir des écoulements, il peut y avoir même parfois du sang, même des choses, je ne veux pas faire peur aux mamans, mais ça peut arriver, voilà, quand c'est pas pris en charge rapidement. On peut avoir vraiment des grosses lésions qu'on a du mal après du coup à faire cicatriser. Donc en anténatal, c'est quand même rare. Enfin, après, tout dépend des mamans. C'est possible si elles ont déjà une sensibilité, si elles ont déjà une maladie, parce que c'est possible d'avoir des problèmes dermatologiques aussi à la base qui peuvent expliquer du coup cette prédisposition, j'ai envie de dire, à avoir des problèmes de peau. Donc, est-ce que c'est parce que ça a été stimulé en amont, parce que la personne a essayé de peut-être extraire un peu de colostrum en anténatal? Est-ce que c'est l'utilisation de matériel? Est-ce que c'est parvenu, je sais pas, enfin voilà, c'est toutes des questions à poser. Il y a toute une anamnèse aussi à mener quand on rencontre les personnes pour justement trouver l'origine. Et puis l'évaluation clinique aussi, du moment où, enfin comme je dis, il y a plusieurs degrés De de crevasse. Donc, Donc, on conseille à la maman
de donc consulter. Et on a eu un témoignage aussi, alors c'est sûrement dans les lactariums, que des permanences de consultantes sont accessibles gratuitement dans les hôpitaux, Ça dépend des hôpitaux. je pense. Mais c'est possible quand c'est les hôpitaux qui sont proches des lactariums. Ouais. Oui, ça peut arriver. Ou après, c'est peut-être des intervenants extérieurs qui vont faire des permanences au sein des hôpitaux. Mm. Après, c'est vrai qu'on n'a pas trop énoncé pour l'instant tous les professionnels qui pouvaient accompagner par rapport à ça. Enfin, je sais pas si tu veux Bah, qu'on en parle maintenant, le Alexia. bon moment pour les citer, et justement, comme Eve s'était retrouvée un petit peu seule aussi dans sa recherche. Oui. Alors, bon, c'est vrai que pendant le suivi de grossesse, on a quand même pas mal de rendez-vous. Donc déjà, souvent, vous avez une sage-femme qui vous suit. La sage-femme, c'est vrai elle a les compétences pour vous accompagner sur la grossesse, mais aussi sur les débuts avec bébé, sur la mise en place de l'allaitement. Elle propose aussi souvent des consultations, oui, les consultations prénatales pour faire la préparation à l'allaitement. Donc là, c'est aussi l'occasion de pouvoir échanger sur ce sujet. Après, vous avez les gynécologues qui peuvent être formés, vous avez les médecins, pédiatres. Après, enfin, ça dépend aussi de leur parcours parce Du que vous bagage. avez toujours des professionnels, voilà, qui peuvent avoir plus d'expérience dans ce domaine, des personnes qui se sont formées en plus en ayant vraiment des formations spécifiques sur l'allaitement complémentaire. Vous avez les services de PMI aussi qui sont là. Et au sein des PMI, souvent, on a les infirmières puéricultrices qui sont formées pour accompagner sur l'allaitement et que vous pouvez voir en consultation donc au sein de la PMI qui peuvent se déplacer à domicile et souvent après ça c'est vraiment dépendant des départements je pense Départ. mais en postpartum enfin vraiment dans les jours qui vont suivre la naissance on a les visites des sages-femmes et puis on a un relais enfin moi en tout cas dans mon département c'était comme ça avec l'infirmière puéricultrice de PMI qui pouvait vraiment rendre visite à toutes les mamans qui avaient accouché sur le secteur. Si elles étaient d'accord, il n'y avait aucune obligation. Mais du coup, on pouvait vraiment prendre le temps Mm. d'accompagner. Et la PMI, c'est un service qui est public, qui est ouvert à tout le monde et gratuit. Donc ça peut aider. Ouais. Et après, vous avez bien sûr les plus spécialisés. Vous avez des professionnels de santé qui ont fait, comme moi, des formations complémentaires, comme le DU sur l'allaitement. Et puis, vous avez les consultantes IBCLC qui sont connues aussi, qui peuvent accompagner. Mais c'est vrai que ce côté-là, que ce soit pour nous, infirmières puéricultrices ou les consultantes IBCLC, c'est vraiment... du coup, c'est pas pris en charge par les organismes, donc c'est à charge des parents. Et c'est là la limite et le frein souvent financier, en fait, ce qui est vraiment dommage. En espérant que Après, ça. je sais pas si tu as besoin de compléter, Alexia, j'ai Non, peut-être oublié à certaines personnes. faire. Et on avait plusieurs questions qui arrivent. Est-ce que c'est vraiment utile, alors c'est peut-être des bruits qui courent, de tirer son colostrum avant l'accouchement? Si oui, à partir de quand? Est-ce que ça peut être utile, important? Voilà. Qu'en penses-tu? Alors là, c'est pareil. De, de crevasse? Est-ce qu'on a tiré le lait? Enfin, essayer d'exprimer le colostrum. Est-ce que ça peut abîmer les mamelons? Quels sont les risques, les avantages en fait? Alors là, c'est pareil, ça va dépendre vraiment de chaque situation parce qu'il y a quelques situations où vraiment spécifiques. Par exemple, une maman qui a du diabète ou une maman qui justement a eu une chirurgie mammaire, comme on parlait tout à l'heure, ou qui a vécu vraiment des allaitements qui ont été difficiles, qu'elle sait d'avance que le démarrage a été difficile, ou qui a des appréhensions aussi avec le contact ou avec son corps, ou qui a une certaine sensibilité, à ce moment-là, c'est possible. Alors, c'est possible. On attend quand même souvent autour des 37 semaines, c'est-à-dire que il faut que ça soit à partir du moment où, au niveau du suivi médical, la sage-femme ou le gynécologue vous dit, ben voilà, on est à 37 semaines, là, du coup, si votre bébé né, il sera à terme, Mm. et on ne commence pas à faire d'extraction, même si c'est que manuel, on ne stimule pas avant 37 semaines. Si en plus de ça, vous avez des contre-indications médicales, par exemple, vous êtes en menace d'accouchement prématuré, et ben, c'est pas quelque chose qu'on va proposer à cette maman-là. Donc Mm. ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on peut discuter avec chaque maman et D'accord. qu'on peut adapter en fonction de la santé de la maman et du bébé.
Donc plutôt venir avec sa question auprès de la personne qui suit sa grossesse finalement. Oui, Euh, ça peut être une question à aborder sur la personne qui fait le suivi, oui. c'est à mettre dans sa to-do list alors. Soutien à gorge d'allaitement. Est-ce que tu en as porté, Eve, des soutiens à gorge d'allaitement? On a eu une question là-dessus. Bah non, parce que j'ai eu des crevasses en fait très importantes très vite D'accord. et j'étais tout le temps seins nus en fait, Ouais. vraiment. Je me trimballais seins nus tout le temps dans l'appartement et j'évitais au maximum de mettre des t-shirts ou des trucs comme ça parce que ça me faisait vraiment souffrir ou alors je mettais des coquillages d'allaitement et je trouvais ça tellement galère de devoir l'enlever, le machin, genre. C'était pas Ouais. trop mon truc. Et une fois que l'allaitement il a été mis en place, de toute façon, je mets jamais de soutif, donc sans soutif tout le temps, voilà. Pas de Ouais. soutien-gorge d'allaitement, non. Pas trop. Mais du coup, Bon. j'étais tout le temps mouillée. Ça, Hmm. c'était chiant. Ouais. Du coup, Justine, par rapport au soutien à gorge d'allaitement, est-ce que c'est un indispensable? Quelles sont les précautions aussi? Oui, alors les soutiens-gorge d'allaitement, bon, c'est sûr, il faut que la maman soit confortable. Ouais. Donc si elle emporte un, enfin, c'est quand même souvent conseillé d'emporter un quand même parce que, ben, comme Eve le disait, ça permet de mettre des petits coussinets d'allaitement ou Mm. de faire tenir des compresses justement quand on a des crevasses qui peuvent aider à la cicatrisation. Après, si c'est un inconfort pour la maman, ben, forcément, il faut s'écouter. Enfin, voilà, comme Eve qui supportait pas ça, ben, il faut pas se forcer non plus à le mettre. Ça permet aussi de maintenir, c'est-à-dire que ben, ça maintient un petit peu. Souvent, au moment de la montée de lait et tout ça, on a les seins qui grossissent, qui ont plus de poids. Donc, bon, c'est à voir au cas par cas, mais souvent, c'est quand même conseillé d'en avoir. Après, sur le type de modèle, la taille et tout ça, ça sert à rien d'en acheter trop d'un coup parce que finalement, c'est bien de voir au moment de l'accouchement et au moment où vous allez avoir cette montée de lait que la mise en place de la lactation et tout ça, vous allez pouvoir ajuster parce que si vous en achetez 5 ou 6, ça a quand même un coût et que finalement, c'est pas adapté à votre morphologie, ça va être compliqué. Ouais. Après, souvent, ils ont pas, enfin, c'est rare qu'il y ait des baleines parce qu'il faut éviter toutes les compressions ou toutes les choses Ouais. qui pourraient justement faire mal. Donc ça peut être douloureux et puis ça peut faire des compressions aussi à certains niveaux et ce qui pourrait après compliquer l'allaitement et puis faire obstruer en fait un peu les canaux, tout ça. Donc faut faire attention. Le choix du soutien-gorge, il est quand même important. Donc plutôt pas s'enflammer, choisir une seule taille, voir comment nos seins évoluent après la montée de lait et surtout si on est confortable et surtout exit les baleines qui peuvent créer du coup des Oui, engorgements. voilà. Ouais. Après, on a toujours le temps. Enfin, c'est bien d'en avoir un ou deux pour la mater, mais on a toujours le temps après de réadapter. Hmm, c'est clair. Alors, je regarde un petit peu les questions. On a parlé du colostrum. Alors justement, on parle de montée de lait. Est-ce qu'on peut... Il y a des manières de la favoriser. Euh, des mamans ont posé des questions plutôt sur l'alimentation. Euh, Toi, Eve, comment tu as senti ta montée de lait? Est-ce que tu as l'impression qu'elle s'est faite naturellement ou tu as dû insister pour que Ferdy prenne? Comment tu l'as vécu tout ça? Alors écoute, moi je me souviens que ma sage-femme, après mon accouchement à domicile, elle m'avait dit de prendre de l'homéopathie. Je Ouais, pourrais pas te dire ce que c'était, je me souviens plus. Mais alors moi, la montée de lait, elle est venue vite et surtout, elle a pas du tout été douloureuse. d'accord. Enfin, vraiment, je pense que c'est un truc, un des seuls trucs que j'ai pas eu du postpartum Un qui truc me faisait positif. chier, quoi. Mais oui, non, non, j'ai pas eu, tu vois, j'ai parlé avec beaucoup de mamans pour le doc et tout, qui Ouais. vraiment disaient, me montrer les photos on voit les seins durs et tout. Moi, j'ai pas eu ça. J'avais mal parfois quand Ferdinand il tire, enfin il tétait fort et que je sentais que le lait montait, mais c'était pas, j'ai pas eu mal, genre comme une montée de lait comme j'ai pu entendre beaucoup autour de moi. Ouais. Et je pense que, enfin je crois, je suis pas sûre, mais je crois que c'est aussi peut-être parce que comme j'ai eu un accouchement naturel, je Ouais. crois que ça joue. Je suis pas sûre.
J'ai mis ça un peu sur le compte de l'homéopathie aussi. Et parce qu'il était quand même tout le temps au sein, cet enfant. Vraiment, je me souviens que vraiment les premiers jours et même les premières semaines, enfin, il pouvait passer 3 4 heures au sein. Donc, il avait des problèmes, enfin, de succion. Mm. Mais du coup, j'ai pas eu de problème, genre d'engorgement ou de grosses douleurs, de montée de lait, quoi. Franchement, Ouais, ça va. J'ai autre chose, mais pas ça. ouais. Bon. Donc finalement, il y a plusieurs choses qui sont ressorties dans ton discours qui m'ont quand même favorisé. Mm. Du coup, Justine, je te laisse un peu dire les bonnes pratiques pour la montée de lait et surtout Marine qui nous demande en témoignage comment faire si la montée de lait fait mal. Comment on peut soulager. D'accord. Alors c'est vrai que ce qu'on appelle la montée de lait, c'est vraiment ce qui va se passer en fait on dit 30 à 40 heures après l'accouchement, parce que souvent c'est le fait de la chute de progestérone au moment de l'accouchement qui va faire déclencher du coup ce qu'on appelle l'activation sécrétoire. Donc déjà il y a le contexte qui peut faire que cette montée de lait elle peut être retardée. C'est-à-dire que si on accouche par césarienne, ça peut être retardé. Si on a le facteur de la prématurité aussi, c'est un contexte multifactoriel, mais ça peut aussi entraîner un retard de montée de lait, une rétention placentaire, et le fait surtout de pas pouvoir être à proximité de son bébé et de pas avoir fait des tétées efficaces, comme on peut dire. Donc tout ce qui va favoriser du coup cette montée de lait, ça va être vraiment de faire dès l'accouchement du pot à pot précoce, d'être très proche de son bébé, enfin, la maman, ça reste du coup c'est l'habitat naturel hein, du nourrisson. Ouais. Donc c'est important de préciser que voilà, le fait d'être contre sa maman, déjà, ça va stimuler les hormones, les bonnes hormones qui vont faire que ça va produire, du coup, entraîner le démarrage de l'allaitement. Favoriser la tétée précocement aussi. C'est vrai que souvent on dit que c'est bien de faire euh, dès la première heure, si c'est possible, suivant le contexte de l'accouchement, la première mise au sein pour justement faire enclencher tout le processus qui va mettre en place l'allaitement. Donc, lait était précoce, le pot à pot, vraiment profiter de son bébé. Et puis après, les premiers jours, c'est important de ne pas être sur la montre, c'est-à-dire que de ne pas chronométrer, de ne pas regarder pour faire des tétés très rythmés toutes les 3 heures, toutes les 4 heures. Et essayer plutôt de passer par l'observation, de regarder les petits signes de son bébé, de voir ce qu'on appelle les signes d'éveil. Un bébé qui commence à se réveiller, à tirer un peu la langue, à mettre le poing à la bouche, voilà, à chercher vraiment à téter. Il faut savoir que le réflexe de succion, dans les 6 heures qui suivent l'accouchement, il est vraiment très élevé chez les bébés. Donc, c'est la nature qui est bien faite, comme on dit. Et il ne faut pas hésiter à se faire accompagner pour mettre au sein, du coup et bien penser à stimuler les deux côtés. Parce que voilà, les seins, ce sont deux glandes mammaires autonomes, donc c'est important à chaque fois de bien stimuler les deux côtés. Donc pour favoriser cette montée de lait, ça va être vraiment tout ça, la proximité, le fait de faire téter régulièrement en observant son bébé au moindre signe d'éveil. Et même si on a l'impression justement qu'il est en train de dormir paisiblement, mais que on voit qu'il se réveille quand même, on se dit là, c'est peut-être le moment de l'installer au sein. Il y a des petits signes qui montrent qu'il commence à s'agiter. Il faut pas attendre trop longtemps parce que le moment où il va être vraiment agité et qu'il a très très faim, ça va être plus difficile du coup de le mettre au sein. Et dans ces cas-là, il vaut mieux essayer de le calmer avant de l'apaiser, avant de lui proposer. Après, pour répondre à la question, je crois que c'était sur l'alimentation. Ouais, l'alimentation. Scientifiquement, on peut pas dire que ça a été vraiment prouvé. Après, on a certaines choses qui sont, comme souvent on parle des amandes, de tout ce qui est fruits secs, les flocons d'avoine, toutes ces choses-là. Dans tous les cas, ça peut être bénéfique. Il n'y a pas de souci, on peut le faire, le mettre en place et puis ça peut fonctionner. Après, on a les herbes médicinales aussi, tout ce qui est le fenugrec. Souvent, on parle des compléments alimentaires à base de fenugrec qui sont des substances galactogènes. Donc, ça veut dire que ça va vraiment aider pour augmenter la production.
Mais j'ai envie de dire, c'est plus souvent des choses qu'on va apprendre pour aider quand on voit que l'allaitement, voilà, ça stagne un peu, ou au cours de certains moments où on voit un peu les pics de croissance, ce qu'on appelle les pics de croissance, on en parlera peut-être après. Mais, euh, mais du coup, au démarrage, vraiment pour favoriser ce qu'on appelle la montée de lait, parce que la montée de lait, c'est vraiment dans les premiers jours quand vous êtes à Mm. la maternité. C'est vraiment la physiologie qui va jouer, c'est-à-dire que naturellement, avec tout ce que j'ai dit avant, ça devrait fonctionner. Mais après, si vous voulez utiliser l'homéopathie, les plantes et tout ça, et que vous aimez, même les tisanes d'allaitement, il y a des mamans qui n'aiment pas, ben, il faut pas se forcer non plus, hein. Mais voilà, donc il y a des choses que vous pouvez faire en plus. Mais ce qui est important, c'est vraiment aussi tout ce qui va être physiologique et tout ce qui est prouvé scientifiquement par rapport à la proximité avec son bébé. C'est vrai. Alexia, t'hésites pas à rajouter des Ouais. choses parce que du coup, c'est vrai que toi aussi, tu as de l'expérience avec les bébés. Non, mais je bois tes paroles quand tu dis tout ça. C'est vrai que il faut jouer à fond la carte de la nature est bien faite et la physiologie qui met tout de votre côté pour les premières heures. Ou alors, quand il y a eu des séparations précoces, eh bien, enfin, de toute manière, c'est pas une naissance normale, entre guillemets, et il y a toujours des gens autour de vous pour vous guider. Oui. Même si le pot à pot ne peut pas être fait avec vous, bah, il sera fait avec le coparent. Et puis après, on pourra vous fournir un tire-lait. Enfin, voilà. Aujourd'hui, il y a quand même Exactement. une solide Moi, je connaissance. voudrais juste rajouter Ouais. que c'est clair que dans la physiologie, tu vois, le mieux, c'est de mettre le bébé au sein un peu tout le temps et tout. Mais tu vois, enfin, moi, de mon expérience, j'avais tellement mal que, genre, Oui. c'était pas, Ouais. tu vois, Agréable. bah, c'était genre même, en fait, je voulais pas, en fait, le mettre au sein parce que ça me faisait tellement souffrir que, mais que j'appréhendais grave ce moment. Et que dans ces cas-là, bah, en fait, tu peux pas, tu vois, c'est dans le cas où l'allaitement il se passe bien. Ces conseils-là, ça c'est cool, mais quand t'as Oui. tellement mal que genre, moi j'ai eu plus mal à mon allaitement que pendant mon accouchement, clairement, sans péridurale. Et, euh, et ça, tu vois, j'étais pas préparée, parce que je m'étais pas non plus vraiment beaucoup préparée à l'allaitement, mais tu vois, j'avais lu quelques trucs pareils qui disaient, voilà, le pot à pot, mettre le bébé au sein un maximum. Mais en fait, pour moi, mettre le bébé au sein, c'était devenu un truc horrible, en fait. Ouais. Donc, parfois aussi, c'est pas possible. Donc, de Bah le mettre déjà tout là, le du temps. coup, ouais. Enfin, Bah là, autant du qu'on coup, c'est voudrait. déjà. Oui, mais déjà Mm, là, du coup, c'est une mm, complication finalement, dès le oui. départ, Mm, parce qu'à partir du moment où on commence à avoir des douleurs, déjà, ça va libérer une hormone mm, qui est contre-productive pour l'allaitement, qui s'appelle le mm. cortisol principalement, parce que quand on a mal, on se sent pas bien. Et du Ouais. coup, c'est tout à fait humain de pas vouloir le remettre au sein, parce que bah, avoir mal, c'est pas agréable et puis on n'a pas envie. Et ben, dans ces cas-là, c'est pareil, il faut savoir se faire accompagner. Et parfois même, les mamans sont tellement douloureuses qu'on propose de faire une petite pause. Et puis, Mm, on trouve des solutions pour d'abord soulager la maman, parce que c'est mm. important d'enrayer justement toute Attends, cette douleur ça, je le ferai qui après parce que va, je fais un qui va live là. pas aider. D'accord, je le ferai après. Et Désolée. il n'y a pas de souci. T'inquiète. Et du coup, une fois qu'on aura pu soulager la maman, eh ben, on Oui. pourra reprendre tous ces conseils-là. Mais c'est sûr Ouais. qu'il y a toujours des petits aléas qui Ouais. font que... C'est pour ça que je dis les conseils qu'on peut donner, ben, c'est Mm. assez général. Et puis, ça Ouais. peut pas fonctionner tout le temps au même moment. Des fois, on est Zéro. aussi déstabilisé parce qu'on a des professionnels de santé différents qui nous donnent des conseils différents. Et là, on est complètement perdu. Et du coup, pour harmoniser tout ça, c'est compliqué. Parce qu'en plus, des fois, d'une heure à une autre, où j'ai envie de dire en Mm. 3 heures de temps, il peut y avoir de l'évolution. Et du coup, on a l'impression qu'on se dit, mais non, mais il y a 3 heures, on m'a dit autre chose. Et ça, c'est très déstabilisant. Mm, mm. Mais c'est tellement évolutif que, à un moment donné, ben, il faut s'écouter et il faut oser dire aussi ce que vous ressentez. Parce que si vous avez mal, si vous n'avez pas envie de mettre votre bébé au sein, ben, il faut pas vous forcer. Et il faut C'est trouver ça. des solutions pour que ça se Ouais. passe bien pour tout le monde. Et moi, je voudrais aussi rajouter, tant qu'on y est, que moi, du coup, j'ai été en tir-allaitement à partir de ces 15 jours, je crois. Et Ouais. en fait, au début, pour moi, de me dire que j'allais passer au tir-allaitement, ça me faisait trop de peine, quoi. Je me disais, mais non, ça va complètement foirer mon allaitement et tout.
Bon, le fait est que je ne pouvais plus mettre Ferdinand au sein parce que mes seins étaient trop abîmés, j'avais trop mal et qu'il fallait qu'ils cicatrisent. Et en fait, j'ai fait donc de ces, on va dire, genre 20 jours à ces presque un mois et demi, 2 mois, je crois. J'ai fait du tir-allaitement et après, je l'ai remis au sein et il a repris le sein. Et Mais c'est alors que génial. ça, tout le monde m'avait dit non, mais enfin là, du coup, t'as fait des biberons, c'est mort. Mm. Et puis, bah, en fait, non, quoi. Enfin, voilà, je l'ai mis au sein aussi parce que c'était dans un contexte assez particulier. On était à l'hôpital, j'avais pas pris de biberon. Donc c'était Ouais. soit le sein, soit rien. Donc j'avais pas le choix. Mais voilà, il a repris le sein et après, là, mon allaitement s'est continué jusqu'à ces 6 mois. Mais voilà, donc c'est pas parce que on va faire du tir-allaitement, même pendant un long moment, que l'allaitement est fichu en fait et qu'il faut pas retenter. Bien sûr. Ça, c'est sûr. Mm. Mais bravo, Eve, parce que je vois que ça a été compliqué du coup et finalement ça s'est bien passé. Et le tir à allaitement, ben, c'est une manière d'allaiter son bébé. J'ai Mm. envie de dire, c'est... Et puis c'est une période du coup. Donc, Ouais. enfin, il faut pas se dire, il faut pas fermer les barrières en se disant, ben là, il y a eu une difficulté, on a dû faire autrement et c'est foutu. Ben Mm. non, en fait, il faut toujours rester positif et se dire que tant qu'on n'a pas essayé, ben, c'est sûr, ça peut pas fonctionner. Mais on a la Mm. preuve du coup que c'est possible. C'est possible. Ouais, ouais. Franchement, moi, il a repris le sein après très bien. Et après, je faisais même les deux. Je tirais mon lait. Et comme ça, mon mec pouvait lui donner. Et moi, je donnais le sein aussi très régulièrement. Et puis, ça nous a permis aussi, du coup, de pouvoir avoir, parce qu'il dormait pas du tout, Ferdinand, pouvoir avoir des nounous de nuit. Et du coup, bah, moi, je pouvais tirer mon lait et donner le relais et la journée, ou quand je l'avais, sinon je le mettais au sein. Mais en tout cas, le mixte chez nous s'est mis en place assez facilement et du coup, c'était quand même pas mal, quoi. Donc, c'est possible. Et en plus, ça a parfaitement collé avec vos besoins. Toi, ton besoin de dormir la nuit aussi. Je suppose qu'il y a Ouais, dû. enfin, je dormais pas vraiment parce que même si j'avais une nounou de nuit, je devais me tirer mon lait quand même toutes les 2 heures parce que j'avais beaucoup de lait. Ah Donc ouais. finalement, tu te lèves, tu tires ton lait, t'attends avec ta machine toute seule à 2 heures du mat, tu mets ton petit truc, tu laves parce qu'il faut pas que ça traîne et tu vas te recoucher et puis en fait tu dois te relever 1 heure après. Donc non, je dormais pas beaucoup. Mais ça c'est pareil, faut quand même le dire quoi, à quel point en fait l'allaitement ça demande tout quoi. Enfin, je veux dire, enfin moi ça m'a paru dingue en fait quand même à quel point c'est un don de soi. Alors oui, c'est beau, oui, ça crée du lien avec son bébé et tout, mais putain, ce que ça demande aux femmes quand même en étant seule face à ça, pas préparée, moi je trouve ça quand même dans la société dans laquelle on est violent. Voilà, si Mm. j'ai un deuxième enfant, je voudrais quand même l'allaiter, mais je trouve c'est pas pour autant qu'on n'a pas le droit de dire que c'est d'une certaine violence, je trouve, quand on doit reprendre le travail, enfin, voilà, il n'y a pas que des côtés positifs, je trouve, à l'allaitement, et c'est quand même important de le dire, quoi. Que Mm. c'est quand même dur aussi, quoi, d'être voilà, tout le temps, d'être H24 aussi avec son bébé quand il y a des pics de croissance et qui tète en permanence, et la nuit et machin. Enfin, l'allaitement, c'est quand même, c'est une expérience de ouf, mais c'est aussi un don de soi de ouf. Mm. Et on n'a pas l'habitude de se donner comme ça, quoi. Donc, voilà, je voulais quand même le rappeler. Bah, Oui. c'est un très bon rappel et je Mhm. suis contente que tu sois là, Eve, ce soir pour diffuser, encore continuer de diffuser ces messages que tu nous fais passer grâce à ton projet. Et Avec plaisir. Après, ça concerne... voilà, Ah oui, pardon. vas-y. Je dis, ça concerne pas uniquement l'allaitement parce que j'ai envie de Mm. dire, c'est vrai que le postpartum en général, les mamans auraient besoin d'être plus accompagnées. Et puis, il y a Ouais. tellement de choses à faire, même par rapport au congé maternité. Enfin, il y a plein Mhm. de choses qui pourraient encore changer. Ouais. Et du coup, c'est vrai que c'est pas toujours facile. Mais bon, il Non. faut rester positif. Ouais, ouais, mais c'est pas parce que je dis ça que je suis pas positive, hein, tu vois. Le dire, c'est pas Non, je vois bien. forcément. Mm. Mais c'est juste que, voilà, je trouve ça cool aussi de laisser cet espace pour dire. Et c'est pas parce que je dis que c'est difficile, parce que je trouve que, enfin, moi, en tout cas, de mon point de vue, et c'est personnel, ça l'est, que je préconise pas cette expérience ni rien. Mais effectivement, ça se rapproche un peu de ce que une de vous deux, je crois que c'est toi, Alexia, disait en début. Dans ce début, quoi, sur cette Mm. idéalisation, en fait, Mm. tu vois. Et je pense, c'est ça, effectivement, au même titre du postpartum, que, en fait, si on part avec des attentes réalistes,
et ben, si chute il y a, la chute sera moins violente, en fait, finalement, quoi. Moi, Mm. effectivement, j'ai idéalisé complètement ce truc de l'allaitement. Je me voyais allaiter mon enfant. Et donc, forcément, quand la réalité, en tout cas la mienne, est arrivée avec les crevasses, les douleurs, le manque d'accompagnement. Ensuite, mon fils, on a détecté des allergies, donc j'ai fait des évictions alimentaires. Enfin Mm. voilà, moi, mon allaitement, ça a été un parcours du combattant, quoi. Ouais. Et Non, j'en garde encore un souvenir un peu amer, mm. quoi. Pas amer de l'allaitement, mais amer de tout ce qui s'est passé, quoi. Et du manque d'accompagnement. Et de l'arrêt précoce de l'allaitement. Donc, il y a plein de choses. Mm. Et c'est pour ça, je trouve ça cool de faire ce live et je trouve ça cool vraiment d'essayer de donner un peu de l'info parce que on en manque cruellement, quoi. Ouais. C'est vrai. Mm. Qu'est-ce qu'on peut... Voilà. peut-être une question qui revient quand même souvent parce que, en fait, dans l'allaitement, il y a un facteur aussi un petit peu stress, c'est-à-dire que comment on quantifie qu'un enfant mange suffisamment? Est-ce qu'il a envie d'une succion non nutritive ou est-ce que c'est une succion nutritive? Je comprends pas. Là, il y a un pic de croissance, mais est-ce que c'est vraiment un pic de croissance, tu vois? Quand tu parlais de rester H24 Mm. à ton sein, voilà. Comment distinguer et se rassurer par rapport aux observations qu'on peut porter sur son bébé, du fait de se dire, ok, là, je le nourris bien en fait. Parce que ça, c'est quelque chose de pas quantifiable comparé au biberon où voilà, on met une quantité de lait définie, on Mm. sait que notre bébé ingère tant. Voilà. C'est- Oui, ça c'est vrai que c'est souvent anxiogène pour les parents parce qu'on ne peut pas quantifier les volumes pris. Mm. Mais après, on a quand même quelques petits indicateurs qui peuvent aider. Bon, déjà, rien que la courbe de croissance, c'est vrai que on pèse assez régulièrement les bébés, donc on peut voir la prise de poids qui se fait, Ouais. évaluer si elle est satisfaisante ou non. Après, on a aussi le nombre de tétés où souvent on dit que c'est bien d'avoir entre 8 à 12 tétés par 24 heures, mais on ne dit pas faire téter toutes les 3 heures parce que, comme je disais, c'est vrai que ça Mm, passe par l'observation et que du coup, le lait maternel se digère très rapidement et c'est possible que finalement, au bout d'une heure et demie ou 2 heures, le bébé ait envie de retourner au sein et puis finalement, derrière, après, il va dormir pendant 2 heures et demie ou 3 heures. Donc ça, c'est assez variable. Donc c'est pour ça qu'on préfère parler d'une quantité, d'un volume sur 24 heures qui va être pris. Ensuite, le nombre de couches mouillées aussi. Souvent, quand on voit que le bébé urine bien, qu'il a à peu près 5 à 6 couches mouillées, pareil, sur 24 heures, qu'il a une élimination au niveau de par rapport à son transit mm, qui va être aussi satisfaisante. C'est-à-dire que bon, les premiers jours, forcément, on a le méconium. Donc après, on va s'assurer que justement, au bout de quelques jours, ce soit plus le méconium qui est les selles de transition, que finalement, après, on ait les selles d'allaitement, c'est-à-dire les jolies selles jaunes d'or, comme on dit, un peu grumeleuses, et qu'il y en ait voilà, à peu près au moins 3 par jour au départ. Après, en grandissant, oui, il peut en avoir moins, c'est vrai, mais le premier mois, quand même, c'est un signe du coup d'efficacité de l'allaitement aussi. mm, Le fait que le bébé il soit bien apaisé, qu'il dorme entre les tétées, que la maman ait les seins souples, ça montre aussi que le drainage des canaux lactifères se fait bien. Les tétés qui sont indolores, le bébé qui est pas trop agité. Et puis finalement, des fois, on remarque que bébé, il est très agité, mm, qu'il réclame énormément le sein, on a l'impression de faire que ça. Mais comme disait Ève, on Mm. fait don de soi et on n'a plus de temps pour nous. Et là, c'est possible que ça soit un pic de croissance, du coup, c'est pas un mythe, hein. Je pense qu'il y a vraiment les besoins nutritionnels du bébé qui augmentent et du coup, finalement, bah, il stimule davantage pour pouvoir avoir sa ration, en fait. Donc, c'est des moments où les bébés sont très agités, qui réclament beaucoup le sein. Des fois, ils sont agités même au sein. On a l'impression d'être complètement vidé. On se dit là, ça y est, c'est la fin, quoi. Il va falloir que j'aille acheter une préparation pour nourrisson parce que, voilà, j'ai plus assez de lait. Et là, dans ces cas-là, c'est très difficile. Donc, les pics de croissance, oui, ça arrive. Je sais pas, Eve, si elle avait pu en vivre, du coup. Si, si, si. Je m'en Ouais. souviens, ouais. Ouais, ouais. Et Si, c'est si, oui, fatigant. c'est très.
c'est très fatigant. Mais encore, moi, je pense que voilà, j'ai pas eu un postpartum normal, quoi. Tu vois, comme mon fils, il a eu un RGO très violent. Voilà, nous, c'était pleurs, c'était tout le temps. Mm. Il est tout le temps au sein. Il tétait mal parce qu'il avait des problèmes de tension crânienne. Donc ouais, Oui, il y avait beaucoup de je suis pas le complications. meilleur exemple là-dessus. J'ai Non, mais l'impression c'est quand d'avoir même un vécu exemple. 10 mois en pic de croissance, moi. Donc, C'est vrai que dis-moi. ton Ouais. histoire, Eve, c'est quand on prend le cas clinique du pic de croissance, finalement, Ferdi, il était en pic de croissance tous les jours. Donc en Ouais. fait, qu'est-ce qu'on peut dire aux mamans qui vont passer par là? Un pic de croissance, ça dure physiologiquement combien de temps? Et en fait, si les symptômes, enfin, c'est-à-dire tétées fréquentes, difficulté à apaiser, persistent, au-delà d'un certain temps, on peut se dire qu'on rentre dans des problématiques type Mm. en fait reflux, complications en fait physiques chez l'enfant qui font qu'il y a un mal-être à partir. Ça Ouais. dure à peu près ces fameux pics de croissance dans la normalité, physiologie des bébés. Tu me parles à moi ou je suis À pas Justine, sûre. plutôt. Ouais, plutôt. Pardon. Bon, alors après, d'un bébé à un autre, ça peut varier. Souvent, Ouais. on dit que quand même, 3-4 jours, ça s'améliore après. Parce que c'est vraiment le temps de refaire des tétés plus rapprochés et un peu plus efficaces qui vont faire que, du coup, ça va augmenter la lactation et que, du coup, après, le bébé, ça devrait aller mieux. Mais c'est vrai que parfois, ça peut durer plutôt une semaine, voire quelques... Voilà. Mm. Je dirais que franchement, si ça dure 2 semaines et que le bébé il continue à pleurer et que vous, au niveau de la lactation, tout se passe bien d'après vous, c'est peut-être qu'il y a une autre problématique derrière. Après, comme on n'en a pas parlé, mais souvent, bon, on a des petits mots aussi du côté des bébés, sans parler forcément de l'allaitement. Mm. Donc, c'est bien de voir aussi s'il n'y a pas des coliques qui ont démarré, si le bébé, voilà, s'il est ballonné, qu'il a beaucoup de gaz, qu'il n'arrive pas forcément à les évacuer. Enfin, il peut y avoir plein de petites choses qui font que, ou les régurgitations, enfin voilà, comme Eve parlait du reflux, et finalement le fait de téter, ça va tapisser un peu, ça va apaiser le bébé, et puis quelques minutes après, ben, c'est un cercle vicieux parce qu'il va vouloir retéter, mais il va régurgiter, et donc ça peut créer une inflammation au niveau de l'œsophage. Donc c'est sûr qu'il y a plein de choses à voir. Euh, les pics de croissance, ça reste quelque chose de normal, mais si vous voyez que votre bébé il pleure beaucoup et que vous êtes inquiète, il faut vous écouter en tant que maman. Souvent, on dit les mamans, elles connaissent bien leur bébé, et puis même le papa. Enfin, les Mm. parents connaissent bien leur bébé et il faut s'écouter si vous êtes inquiet, que vous voyez qu'il y a quelque chose qui vous paraît pas normal. Et même s'il y a rien au final, ben c'est pas grave. Il faut consulter quand même et au moins vous serez rassuré de savoir qu'il y a rien de grave. Mm. Oui, alors, si je prends le cas du RGO, Oui. parce que donc nous, c'était vraiment un RGO pathologique, moi j'ai consulté vraiment beaucoup de spécialistes, d'allergologues, voilà, personne me disait, voilà, on me disait les bébés ça pleure, voilà, Mm. donc malheureusement, effectivement, c'est ce que tu dis, je pense qu'effectivement, il faut s'écouter. Et même si on a des gens en face de nous qui ont des diplômes, qui nous disent que non, c'est pas ça, non, non, Ça a coupé, non, Alexia? Ouais, je pense qu'elle a. Alors, soit c'est ses écouteurs qui sont en train de se déconnecter, ou soit c'est son réseau. Mais en tout cas, moi je suis encore là, toi aussi. Et c'est vrai qu'on a pas mal de témoignages, pics de croissance bébé RGO, j'ai opté pour l'allaitement mixte, ça m'a aidé. Mais effectivement, enfin, il faut aller au plus simple à un moment T, c'est ce que tu disais, Justine. Ah mince, je pense que On a perdu Eve. on a perdu Eve. De toute façon, ça faisait 51 minutes. Peut-être, je voulais quand même dire un mot, si ça te va, sur les crevasses. Parce qu'il y a eu beaucoup Oui. de témoignages. Eve a elle-même témoigné autour des crevasses. Comment on peut les repérer déjà? Parce que tu parlais au départ de sensibilité parfois, mais parfois il y a des sécheresses. Enfin, voilà, comment on reconnaît une crevasse, comment on peut la prévenir et la soigner. Euh, Alors c'est vrai que après on a tous des degrés de tolérance de la douleur qui vont être différents. ah, Donc c'est vrai que Eve nous oui. rejoint. Ah, super. Mais tu peux poursuivre.
Oui. Du coup, ben, parfois, on a beau... C'est bon, Coucou, Eve? je suis désolée, ça a bugué. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est pas Désolée. grave. Ils ont pas voulu que tu racontes ton histoire de refuge. Ouais, c'est ça, exactement. Ça a été censuré, quoi. Mm. Je, Avec je- ça, du coup, tu... Ouais, on avait enchaîné du coup avec les crevasses, parce que c'est vrai qu'on a eu beaucoup Mm. de questions sur la manière d'apaiser. Donc, du coup, Justine était en train de répondre. Ok. Donc, je sais plus. Oui, je disais qu'on avait tous quand même des degrés de tolérance différents par rapport à la douleur et que parfois on peut avoir cliniquement, on n'observe pas de lésion forcément et la maman nous dit mais je vous dis que ça me fait mal. Ouais. Et ben ça, c'est pas à négliger. C'est-à-dire que si la maman dit qu'elle a mal, c'est qu'elle a mal. C'est pas... Donc, dans ces cas-là, ben, il faut essayer d'observer au maximum comment se passent les tétés. Après, les causes des crevasses, ça peut être mécanique, c'est-à-dire que dans la conduite de l'allaitement, on va être vigilant sur la position pendant la tétée pour que justement enfin, pour que l'ajustement entre le bébé et la maman se fasse bien. Après, il peut y avoir des particularités anatomiques qui font que du coup, c'est plus compliqué du côté du bébé. Il peut y avoir ce qu'on appelle une rétrognathie au niveau du menton qui est un peu en arrière, une déviation de la mandibule. Enfin, il peut y avoir plein de petites choses. Les Des freins de langue, on en parle un peu. comme Oui, pardon. des tensions, par exemple, ou comme faire dire Oui, ça peut être des... en fait quelque chose qui vient entraver la bonne position. Oui. Et puis même, du coup, la succion du bébé, finalement. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas parlé des ostéopathes dans Ouais. les professionnels, mais ils sont aussi, du coup, ils peuvent aider sur le démarrage de l'allaitement parfois. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire par rapport aux causes voilà, qui sont mécaniques. Ça peut être aussi du côté de la maman où il y a des particularités anatomiques où parfois on se rend compte que il peut y avoir un mamelon plat, ombiliqué, des petites choses qui vont faire que ça va être peut-être plus compliqué d'ajuster le bébé et la maman pour la mise au sein. Après, il peut y avoir une cause, une infection, il peut y avoir une sensibilité parce que la maman, elle a déjà à la base des problèmes dermatologiques, comme on disait tout à l'heure, elle peut faire de l'eczéma ou des dermatites, des choses comme ça. Donc, par rapport à tout ça, dès qu'il y a des crevasses, et même avant qu'il y ait des crevasses, parce qu'une fois que la crevasse elle est installée, c'est un peu plus difficile du coup Ouais. d'y remédier. En prévention, de toute façon, vous pouvez toujours utiliser, ça vous en avez sûrement entendu tout parler, mettre un petit peu de lait maternel, faire couler une goutte de lait ou de colostrum au départ et de l'étaler après chaque tétée. On peut le faire sous forme de cataplasme, vraiment du coup en mettant du lait sur des compresses qu'on va laisser pendant 2 ou 3 heures, enfin voilà, ou jusqu'à la prochaine tétée et on change les compresses à chaque fois. On peut utiliser des compresses qui sont vendues dans le commerce à base d'hydrogel, de polymère. Enfin, il y a plein de choses qui existent qui peuvent aider à faire cicatriser. Donc après, c'est vraiment au cas par cas. Et on peut utiliser après du matériel aussi pour permettre quand même la mise au sein et que ça soit moins douloureux. Donc on peut mettre en place des bouts de sein, par exemple, dans certaines situations, sachant que les bouts de sein, il faut toujours assurer derrière une surveillance, Mm. accompagner la maman et que c'est pas parce qu'à un moment donné, on utilise les bouts de sein qu'on va jamais pouvoir les enlever. Ça, c'est pas vrai. Ça- Voilà, il y a rien d'impossible. C'est un peu la même Pardon, j'ai pas entendu. lait. Ça coupe. Oui, voilà, mais c'est ça. Oh, c'est moi, je pense que j'entends pas, j'entends un peu coupé. Donc, et après, la lanoline aussi. C'est vrai que je vais pas parler de la lanoline, mais souvent les mamans connaissent bien la lanoline qui est un corps quand même assez épais, assez gras. Et quand on a les crevasses, c'est tellement sensible que appliquer directement la lanoline, c'est douloureux. C'est bien de la faire fondre un peu entre les doigts avant de l'appliquer du coup. Ça peut aider pour éviter de faire mal. C'est vrai que quand on a les crevasses, enfin, je crois que Eve en avait parlé tout à l'heure, Mm. on a juste une envie, c'est de rester les seins à l'air tout le temps parce que le moindre contact, ça fait très mal. Et enfin, même moi, en tant que maman, du coup, j'en ai eu aussi au début par rapport à mes allaitements, surtout pour ma première. Et c'est vrai que le contact fait très mal et on a cette appréhension de remettre notre bébé au sein parce que
c'est vraiment très douloureux, hein. Et est-ce que typiquement mettre un peu de froid avant la mise au sein, ça peut aider? Le fait... Oui, au niveau des crevasses, tu veux dire le Ouais, mamelon? ouais. Ça peut. Après, le fait que ça soit froid, du coup, souvent, ça peut aussi, faire comme une petite vasoconstriction et donc ça permet pas forcément bien l'écoulement du lait. Mais par exemple, on peut mettre plutôt de la chaleur au niveau du sein et un petit peu de froid juste au niveau du mamelon. Oui, oui, tout est Une faisable. super C'est vrai que installation, le froid, c'est antalgique. un bout glaçon, une bouillotte, un glaçon, une bouillotte. Après, bon, le glaçon, à faire attention aussi parce que directement sur la peau. Voilà, faut pas le laisser trop longtemps. Ouais, bah ouais, c'est clair, ça peut brûler après. Ok. Bon, je pense qu'on a un peu parlé de tout. On a parlé justement du tir-allaitement, des écrans, autrement dit bout de sein, de l'idéalisation du début de l'allaitement. J'espère que ça va aider de nombreux couples qui vont repasser sur ce live, peut-être qui se questionnent sur la question de l'allaitement. Parce que c'est vrai que c'est une histoire de maman, mais aussi de coparents. On en a un petit peu parlé, mais bon. C'est vrai que ça pourrait faire le sujet d'un autre live. Ça fait déjà 1 heure qu'on discute. Donc, Oui. bah, je sais pas Juste, si j'ai tu pas parlé, as... Alexa, de l'installation. Désolée, je rajoute juste l'installation qui est vraiment primordiale, que la Ouais. maman elle soit confortable pour donner le sein. Parce que déjà, si on n'est pas bien positionné, qu'on a un peu des tensions dans le dos ou que voilà, on n'a pas la position adéquate, eh ben, ça va peut-être y jouer aussi. Donc c'est bien de s'installer confortablement, de prendre ce temps avant de mettre au sein. Mm. Être à l'aise. Après, les positions, ça, il y en a plein. Oui, et puis finalement, chacun a sa propre position, j'imagine, finalement. Oui. Puis il y en a enfin, il y en a une qui est souvent plus naturelle, on va dire. On parle souvent alors mon anglais est super, biological nurturing. Ouais. C'est une position qui est de plus en plus recommandée parce que c'est celle qui se rapproche le plus pour le bébé au niveau des réflexes archaïques et du coup qui permet une mise au sein plus facile. Mais franchement, moi, les mamans qui me disent j'allaite que en madone, eh ben, c'est pas grave. Si ça vous convient à tous les deux, que vous êtes à l'aise et que ça fonctionne bien, eh ben, c'est pas grave. Et après, essayez de varier les positions et de voir par vous-même ce qui vous convient. Et il n'y a pas de règle, il faut vraiment s'écouter. Mm. Bon, en tout cas, on a des super retours sur le live. Donc, Eve, un petit mot à ajouter avant que je clôture ce live? Bah non, bah en tout cas, merci beaucoup à vous les filles. Merci à Biloba. Tout à l'heure, je l'ai pas redit, mais moi, c'est quand même une boîte qui me soutient très fortement avec le documentaire. Mm. Donc voilà, vive Biloba, vive vous, vive l'information, vive Instagram Live. Ouais. Voilà, c'est cool, ça fait du bon contenu. Enfin, moi, j'aurais aimé voir tout ça, je pense, avant. Donc voilà, donc merci. Bah, merci à toi pour aussi ta participation, pour tout ce que tu fais à ton échelle, Avec toutes les personnes plaisir. qui diffusent, parce que bah, finalement, toi, t'aurais aimé, mais finalement, les prochaines qui vont passer sur tes documentaires, sur ce live, bah, ça. Donc, on est ravis de vous avoir eu avec nous. Donc, je vais sur ce fermer le live, le mettre en replay pour que vous puissiez revenir puiser de l'info, des conseils et des témoignages par ici. Merci à vous deux, Trop les bien. filles. Merci les Merci filles. Bye bye. beaucoup. Merci, c'était Salut. génial. Bonne Merci. soirée. Bonne soirée.